60 secondes. C'est tout ce qu'il faut à un empire pour révéler ses limites. Non pas par une défaite sur un champ de bataille, non pas par une reddition signée, mais par un seul instant où l'homme le plus puissant de la planète prend un téléphone, compose le numéro d'un dictateur et comprend que ce dictateur n'a pas peur de lui. Cet instant a eu lieu, et ce soir, vous devez comprendre exactement ce qu'il signifie. Pas seulement pour l'Amérique, pas seulement pour l'Ukraine, pas seulement pour l'Europe, mais pour toute l'architecture de l'ordre mondial qui tient ce monde debout depuis 1945. Car ce que nous regardons en ce moment n'est pas un échec diplomatique. C'est un point d'inflexion historique. Et si vous ne comprenez pas la logique qui se cache derrière, vous passerez la prochaine décennie à être dérouté par tout ce qui suivra. Revenons en arrière. Non pas en 2026, non pas en 2025, mais en 1938. À Munich, un soir froid de septembre où deux dirigeants occidentaux épuisés, Chamberlain pour la Grande-Bretagne et Daladier pour la France, se sont assis en face d'Adolf Hitler et lui ont livré les Sudètes. Ils l'ont pas fait parce qu'ils étaient stupides. Ce n'étaient pas des hommes stupides, ils l'ont fait parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils avaient connu les tranchées de la Première Guerre mondiale, parce qu'ils avaient vu une génération de jeunes hommes se dissoudre dans la boue, et ils croyaient sincèrement, désespérément, qu'une concession, une seule, suffirait à satisfaire un homme dont l'appétit n'avait pas de plafond. Churchill appelait cela « nourrir le crocodile » en espérant qu'il vous mangerait en dernier. 50 millions de personnes sont mortes pour corriger cette seule année de retrait stratégique. Je ne rappelle pas cela pour faire de l'effet, je le rappelle par souci de précision, parce que la logique structurelle de ce moment est toujours vivante aujourd'hui. Et l'homme assis à Washington, en ce moment, ne semble pas le savoir. Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025 avec une mythologie, pas une stratégie. Une mythologie. Il était le faiseur d'accords, le perturbateur, l'homme qui, allons croire, pouvait mettre fin aux guerres d'un simple appel téléphonique. Pendant des années, il a promis aux Américains, en campagne, que la guerre en Ukraine serait terminée en 24 heures. 24 heures. Il l'a dit avec l'assurance absolue d'un homme qui n'a jamais lu Clausewitz, jamais étudié Thucydide, jamais été assis face à Vladimir Poutine en comprenant ce que signifie négocier avec quelqu'un qui mesure le temps non pas en cycle médiatique mais en siècles. Dans l'univers de Trump, l'horloge géopolitique semble elle aussi devoir se caler sur le calendrier des conférences de presse. Et c'est là que le récit devient cruel, car c'est pas la première fois qu'un président américain entre dans un incendie géopolitique en croyant qu'il tient un seau assez grand pour l'éteindre. Lyndon Johnson croyait la même chose au sujet du Vietnam. Il s'était entouré des meilleurs esprits de sa génération. McNamara, Bundy, Rusk. Des hommes bardés de diplômes de Harvard, de cartes du Pentagone et d'une certitude absolue que la puissance de feu américaine pouvait briser la volonté d'une insurrection paysanne en Asie du Sud-Est. Il avait tort, pas un peu tort. Catastrophiquement, historiquement, générationnellement, tort. 58 000 noms américains ont fini gravés sur un mur de granit noir à Washington, et le Vietnam est toujours le Vietnam. Richard Nixon croyait que la puissance américaine pouvait refaçonner entièrement le Moyen-Orient selon ses propres termes. Il avait tort. George W. Bush s'est tenu sur le pont d'un porte-avions en mai 2003, avec derrière lui une banderole sur laquelle on lisait « Mission accomplished », et il a dit à l'Amérique que la phase de combat de la guerre en Irak était terminée. L'histoire en a ri, lentement, douloureusement, au prix de centaines de milliers de vies et de milliers de milliards de dollars dans une région qui, à ce jour, ne s'est pas stabilisée. Et maintenant, au printemps 2026, nous regardons le chapitre suivant de cette vieille tragédie américaine. La tragédie de l'excès de confiance déguisé en force. La tragédie d'un dirigeant qui a confondu la mise en scène avec la stratégie et le vacarme avec la puissance. Lorsque Trump est entré dans son second mandat, l'Ukraine saignait, la Russie s'était retranchée le long d'une ligne de front s'étirant sur des centaines de kilomètres à travers les oblasts de l'Est. Zelensky était épuisé, mais pas brisé. L'Europe était fracturée, mais fonctionnelle. Et Trump a regardé tout cela en y voyant non pas une urgence morale, mais une opportunité.
une opportunité de mettre en scène une négociation, de sortir d'une pièce avec une poignée de main et d'appeler cela la paix, d'ajouter une ligne de plus à sa mythologie politique. Il a dépêché des émissaires. Il a avancé des propositions qui ont sidéré les capitales européennes, des propositions qui auraient de fait gelé les lignes de front à l'avantage de la Russie, des propositions qui demandaient à l'Ukraine de céder non seulement du territoire, mais le principe même selon lequel les frontières ne peuvent pas être redessinées par la force. Le principe sur lequel tout l'ordre international de l'après 1945 a été construit, le principe que le sang américain et les ressources américaines ont contribué à établir et à garantir pendant 8 décennies. Zelensky l'a rejeté, l'Europe a reculé d'effroi, et puis quelque chose de remarquable s'est produit. Quelque chose que les historiens dans 50 ans consacreront des chapitres entiers à tenter d'expliquer pleinement, l'Europe n'a pas suivi l'Amérique. Pour la première fois dans l'ère de l'après-guerre froide, l'Alliance transatlantique, cette architecture sacrée bâtie en 1949, cimentée par le plan Marshall, mise à l'épreuve en Corée, reforgée au Kosovo, a commencé à se fissurer visiblement. Non pas à cause de l'agression russe, mais à cause de l'abandon américain. Et cette distinction compte énormément parce que la fissure est venue de l'intérieur de la structure, de la pierre angulaire qui se retirait elle-même. C'est pas seulement un échec diplomatique, c'est un signal civilisationnel. Et Trump ne l'a pas vu venir parce qu'il regardait la mauvaise carte. Il fixait une carte tracée en taux d'approbation, en récit de collecte de fonds, en formule destinée aux applaudissements des meetings de campagne. Il ne regardait pas la carte que Poutine regarde chaque matin. Une carte dessinée non pas à l'encre, mais dans l'histoire, dans le sang, dans la mémoire longue et patiente des empires. Laissez-moi vous dire quelque chose sur Poutine, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe sans comprendre quel type d'homme il est. Poutine n'est pas un gangster qui a eu de la chance. C'est un étudiant de l'histoire russe qui a construit une idéologie autour d'elle. Il sait que la Russie a déjà absorbé la catastrophe et tenu bon. Napoléon est venu et a gelé. Hitler est venu et s'est brisé. Les sanctions sont venues et la Russie s'est adaptée. Il possède une patience que les dirigeants démocratiques occidentaux, qui vivent et meurent au rythme de cycles électoraux de 4 ans, ne peuvent tout simplement pas égaler et comprennent rarement, même vaguement. Quand Trump a appelé Poutine en croyant que le charme personnel et le levier économique pouvaient obtenir en quelques semaines ce que 3 années de résistance militaire brutale n'avaient pas pu obtenir, Poutine a compris exactement ce qui se passait. Il a compris que Trump avait besoin d'une victoire, que Trump agissait sous une échéance politique intérieure, que le président américain ne négociait pas depuis une position de patience stratégique. Il négociait depuis une position de désespoir narratif. Et dans toute négociation de l'histoire, la partie qui a le plus besoin de l'accord perdra toujours. Poutine a attendu. Parce que Poutine sait que le temps n'est pas neutre. En géopolitique, le temps appartient au camp dont l'horizon est le plus long. Et l'horizon russe se compte en siècles. Celui de Trump court jusqu'au prochain cycle médiatique. Quand un camp arrive avec l'histoire et l'autre avec des slogans, le résultat se devine souvent bien avant la fin. Maintenant, élargissons encore la focale, car ce qui compte ici, c'est pas seulement une guerre, ce qui compte c'est la logique d'ensemble. La logique structurelle profonde qui explique pourquoi cela se reproduit sans cesse. Quand l'Amérique se retire, même partiellement, même sur le plan rhétorique, le vide n'est pas rempli par la paix. Il est rempli par l'ambition. L'ambition chinoise en mer de Chine méridionale et à travers le Pacifique. L'ambition russe sur la steppe eurasiatique. L'ambition iranienne à travers le golfe Persique et le Levant. L'ambition nord-coréenne habillée en essais de missiles et en provocations calculées. Le retrait de la crédibilité américaine ne réduit pas le conflit. Il l'autorise, il envoie à toutes les puissances révisionnistes de la planète le signal que le coût de l'agression vient de baisser. L'histoire a enseigné cette leçon avec une constance brutale et répétitive. Et pourtant, chaque génération semble avoir besoin de l'apprendre de nouveau à partir de zéro. Les années 1930 en sont l'exemple le plus documenté, mais ce n'est pas le seul. Après la Première Guerre mondiale, l'Amérique s'est repliée dans l'isolationnisme. Elle a rejeté la Société des Nations. Elle s'est tournée vers elle-même. Et
Ce retrait n'a pas produit un monde pacifique. Il a produit les conditions du conflit le plus meurtrier de l'histoire humaine. En 1975, la chute de Saigon a envoyé au monde entier le signal que l'engagement américain avait des limites bien réelles. Moins de 5 ans plus tard, l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan en jugeant le moment opportun. Elle avait raison sur le moment. Elle avait tort sur l'Afghanistan, mais le signal avait été envoyé et il a été interprété comme tel. Ce soir, en 2026, un autre signal est en train d'être envoyé. Et chaque capitale de la planète le reçoit clairement. Voici ce qui compte chez les dirigeants qui ont réellement façonné l'histoire. Non pas ceux qui mettent la force en scène, mais ceux qui l'ont construite. Bismarck a unifié l'Allemagne au XIXe siècle, non pas par la fanfaronnade, mais par un réalisme calibré. Il comprenait les limites de sa puissance aussi clairement qu'il en comprenait les forces. Il n'a jamais confondu ce qu'il voulait avec ce qui était possible. Franklin Roosevelt ne s'est pas lancé dans la Seconde Guerre mondiale avec des slogans. Il a passé 2 ans à bâtir les fondations industrielles, politiques et psychologiques de la puissance américaine avant qu'un seul soldat ne débarque sur une plage étrangère. Adenauer a reconstruit l'Allemagne d'après-guerre, depuis les ruines jusqu'au cœur économique, battant de la démocratie européenne, non pas en exigeant le respect, mais en le gagnant. Lentement, délibérément, sur des décennies, tous ces hommes partageaient une seule qualité qui sépare la véritable conduite de l'État du théâtre politique. Ils comprenaient qu'ils n'étaient pas l'acteur le plus important dans la pièce. C'était l'histoire, et ils se positionnaient en conséquence. Ils n'essayaient pas de plier les événements à leur récit, ils lisaient les événements, comprenaient les forces qui les sous-tendaient, et prenaient des décisions calibrées sur la forme réelle du monde. Trump s'est positionné comme le personnage principal, et en géopolitique comme en littérature, le personnage qui croit que toute l'histoire parle entièrement de lui est presque toujours celui qui finit par offrir la leçon d'avertissement dont tous les autres tirent un enseignement. Un État n'est pas un plateau de télévision, même si certains continuent de croire qu'une formule bien lancée peut remplacer une stratégie. La guerre en Ukraine n'est pas terminée, un cessez-le-feu stable, surveillé, crédible n'existe pas. L'alliance n'est pas réparée, le monde n'est pas plus sûr. Et l'Amérique, cette nation grande, compliquée, toujours réellement essentielle, se tient à un carrefour où elle s'est déjà trouvée en 1919, lorsqu'elle s'est éloignée de Versailles et a contribué à fertiliser le sol d'où a poussé la Seconde Guerre mondiale. En 1975, lorsque le dernier hélicoptère a quitté le toit à Saigon, et ce soir, en 2026, lorsqu'un président qui avait promis de mettre fin à une guerre en 24 heures s'en est éloigné à la place, en qualifiant la victime de difficile, les alliés d'ingrats, et le problème de trop compliqué. C'est ce que disent toujours les hommes puissants quand ils rencontrent enfin les limites de leur propre mythologie. Les livres d'histoire rattraperont ce moment. Ils le font toujours. Et quand ils le feront, ils ne seront pas tendres. Non pas parce que l'Amérique n'aura pas réussi à accomplir l'impossible, mais parce qu'elle a choisi la performance au détriment de la patience. Parce que la nation la plus puissante de l'histoire de la civilisation humaine a envoyé à chaque autoritaire de la planète le signal que l'agression, si elle dure assez longtemps, finira par survivre à l'attention américaine. La puissance n'est pas une performance. La stratégie n'est pas un slogan. Et la paix n'est pas un accord que l'on annonce devant des caméras avant que les termes aient été vérifiés, avant que les mécanismes aient été construits, avant que les garanties aient été mises à l'épreuve. La rime de l'histoire devient très sonore en ce moment. La question est de savoir si assez de gens l'écoutent. Étudier l'histoire, non pas parce que le passé se répète avec une précision photographique, mais parce que la logique qui le sous-tend, elle, se répète. La logique de la puissance, de la patience, de l'écart entre ce que les dirigeants promettent et ce que la réalité délivre, cette logique ne change pas. Elle n'a jamais changé. Et ce soir, elle se rejoue une fois de plus en temps réel pour quiconque regarde d'assez près pour le voir.